Le petit homme au manteau de bois. Marie, disons-nous, ne répondait pas à l'invitation de mademoiselle Trudchen parce qu'elle venait de découvrir à l'instant même un nouveau joujou qu'elle n'avait pas encore aperçu. En effet, en faisant tourner, virer, volter ses escadrons, Fritz avait démasqué, appuyé mélancoliquement au tronc de l'arbre de Noël, un charmant petit bonhomme qui, silencieux et plein de convenance, attendait que son tour vînt d'être vu. Il y aurait bien eu quelque chose à dire sur la taille de ce petit bonhomme, auquel nous sommes peut-être trop pressés de donner l'épithète de charmant, car, outre que son buste, trop long et trop développé, ne se trouvait plus en harmonie parfaite avec ses petites jambes grêles, il avait la tête d'une grosseur si démesurée qu'elle sortait de toutes les proportions indiquées, non seulement par la nature, mais encore par les maîtres de dessin qui en savent là-dessus bien plus que la nature. Mais s'il y avait quelque défectuosité dans sa personne, cette défectuosité était rachetée par l'excellence de sa toilette, qui indiquait à la fois un homme d'éducation et de goût. Il portait une polonaise en velours violet avec une quantité de brandebourgs et de boutons d'or, des culottes pareilles et les plus charmantes petites bottes qui se soient jamais vues aux pieds d'un étudiant et même d'un officier, car elles étaient tellement collantes qu'elles semblaient peintes. Mais deux choses étranges pour un homme qui paraissait avoir en fashion des goûts si supérieurs, c'était d'avoir un laid et étroit manteau de bois, pareil à une queue qu'il s'était attachée au bas de la nuque et qui retombait au milieu de son dos, et un mauvais petit bonnet de montagnard qu'il s'était ajusté sur la tête. Mais Marie, en voyant ces deux objets qui formaient avec le reste du costume une si grande disparate, avait réfléchi que le parrain Drosselmayer portait lui-même, par-dessus sa redingote jaune, un petit collet qui n'avait guère meilleure façon que le manteau de bois du bonhomme à la polonaise, et qu'il couvrait parfois son chef d'un affreux et fatal bonnet, près duquel tous les bonnets de la terre ne pouvaient souffrir aucune comparaison, ce qui n'empêchait pas le parrain Drosselmayer de faire un excellent parrain. Elle se dit même à part soi que le parrain Drosselmayer modela-t-il entièrement sa toilette sur celle du petit homme au manteau de bois, il serait encore bien loin d'être aussi gentil et aussi gracieux que lui. On conçoit que toutes ces réflexions de Marie ne s'étaient pas faites sans un examen approfondi du petit bonhomme qu'elle avait pris en amitié dès la première vue. Or, plus elle l'examinait, plus Marie sentait combien il y avait de douceur et de bonté dans sa physionomie. Ses yeux vert clair, auxquels on ne pouvait faire d'autre reproche que d'être un peu trop à fleur de tête, n'exprimaient que la sérénité et la bienveillance. La barbe de coton blanc frisé qui s'étendait sur tout son menton lui allait particulièrement bien, en ce qu'elle faisait valoir le charmant sourire de sa bouche, un peu trop fendue peut-être, mais rouge et brillante. Aussi, après l'avoir considéré avec une affection croissante pendant plus de 10 minutes, sans oser le toucher, « Oh !» s'écria la jeune fille,
Dis-moi donc, bon père, à qui appartient ce cher petit bonhomme qui est adossé là contre l'arbre de Noël? À personne en particulier, à vous tous ensemble, répondit le président. Comment cela, bon père? Je ne te comprends pas. C'est le travailleur commun, reprit le président. C'est celui qui est chargé à l'avenir de casser pour vous toutes les noisettes que vous mangerez. Et il appartient aussi bien à Fritz qu'à toi, et à toi qu'à Fritz. Et en disant cela, le président l'enleva avec précaution de la place où il était posé, et, soulevant son étroit manteau de bois, il lui fit, par un jeu de bascule des plus simples, ouvrir la bouche qui, en s'ouvrant, découvrit 2 rangs de dents blanches et pointues. Alors Marie, sur l'invitation de son père, y fourra une noisette, et knac, knac, le petit bonhomme cassa la noisette avec tant d'adresse que la coquille brisée tomba en 1000 morceaux et que l'amande intacte resta dans la main de Marie. La petite fille alors comprit que le coquet petit bonhomme était un descendant de cette race antique et vénérée des casse-noisettes dont l'origine, aussi ancienne que celle de la ville de Nuremberg, se perd avec elle dans la nuit des temps, et qu'il continuait à exercer l'honorable et philanthropique profession de ses ancêtres. Et Marie, enchantée d'avoir fait cette découverte, se prit à sauter de joie, sur quoi le président lui dit « Eh bien, ma bonne petite Marie, puisque le casse-noisette te plaît tant, quoiqu'il appartienne également à Fritz et à toi, c'est toi qui seras particulièrement chargée d'en avoir soin. Je le place donc sous ta protection. » Et à ces mots, le président remit le petit bonhomme à Marie, qui le prit dans ses bras et se mit aussitôt à lui faire exercer son métier, tout en choisissant cependant, tant c'était un bon cœur que celui de cette charmante enfant, les plus petites noisettes, afin que son protégé n'eût pas besoin d'ouvrir démesurément la bouche, ce qui ne lui seyait pas bien, et donnait une expression ridicule à sa physionomie. Alors mademoiselle Trudchen s'approcha pour jouir à son tour de la vue du petit bonhomme, et il fallut que, pour elle aussi, le casse-noisette remplît son office, ce qu'il fit gracieusement et sans rechigner le moins du monde, quoique mademoiselle Trudchen, comme on le sait, ne fût qu'une suivante. Mais tout en continuant de dresser son alezan et de faire manœuvrer ses hussards, Fritz avait entendu le knack, 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 et à ce bruit 20 fois répété, il avait compris qu'il se passait quelque chose de nouveau. Il avait donc levé la tête et avait tourné ses grands yeux interrogateurs vers le groupe composé du président, de Marie et de mademoiselle Trudchen, et dans les bras de sa sœur, il avait aperçu le petit bonhomme au manteau de bois. Alors il était descendu de cheval, et, sans se donner le temps de reconduire l'alezan à l'écurie, il était accouru auprès de Marie et avait révélé sa présence par un joyeux éclat de rire que lui avait inspiré la grotesque figure que faisait le petit bonhomme en ouvrant sa grande bouche. Alors Fritz réclama sa part des noisettes que cassait le petit bonhomme, ce qui lui fut accordé, puis le droit de les lui faire casser lui-même, ce qui lui fut accordé encore, comme propriétaire par moitié. Seulement, tout au contraire de sa sœur, et malgré ses observations, Fritz choisit aussitôt, pour les lui fourrer dans la bouche, les noisettes les plus grosses et les plus dures, ce qui fit qu'à la 5e ou 6e noisette fourrée ainsi par Fritz dans la bouche du petit bonhomme, on entendit tout à coup crac,
et que 3 petites dents tombèrent des gencives du casse-noisette, dont le menton démantibulé devint à l'instant même débile et tremblotant comme celui d'un vieillard. « Ah, mon pauvre cher casse-noisette !» s'écria Marie en arrachant le petit bonhomme des mains de Fritz. « En voilà un stupide imbécile !» s'écria celui-ci. « Ça veut être casse-noisette et cela a une mâchoire de verre. C'est un faux casse-noisette et qui n'entend pas son métier. Passe-le-moi, Marie. Il faut qu'il continue de m'en casser, dût-il y perdre le reste de ses dents et dût son menton se disloquer tout à fait. Voyons, quel intérêt prends-tu à ce paresseux ?» « Non, non, non !» s'écria Marie en serrant le petit bonhomme entre ses bras. « Non, tu n'auras plus mon pauvre casse-noisette. Vois donc comme il me regarde d'un air malheureux en me montrant sa pauvre mâchoire blessée. Fi, tu es un mauvais cœur. Tu bats tes chevaux, et l'autre jour encore tu as fait fusiller un de tes soldats. »« Je bats mes chevaux quand ils sont rétifs, » répondit Fritz de son air le plus fanfaron. « Et quant au soldat que j'ai fait fusiller l'autre jour, c'était un misérable vagabond dont je n'avais pu rien faire depuis 1 an qu'il était à mon service, et qui avait fini un beau matin par déserter avec armes et bagages, ce qui, dans tous les pays du monde, entraîne la peine de mort. D'ailleurs, toutes ces choses sont affaires de discipline qui ne regardent pas les femmes. Je ne t'empêche pas de fouetter tes poupées, ne m'empêche donc pas de battre mes chevaux et de faire fusiller mes militaires. Maintenant, je veux le casse-noisette. »« Oh, bon père, à mon secours !» dit Marie enveloppant le petit bonhomme dans son mouchoir de poche. « À mon secours, Fritz veut me prendre le casse-noisette. » Au cri de Marie, non seulement le président se rapprocha du groupe des enfants dont il s'était éloigné, mais encore la présidente et le parrain Drosselmayer accoururent. Les 2 enfants expliquèrent chacun leurs raisons. Marie pour garder le casse-noisette et Fritz pour le reprendre. Et, au grand étonnement de Marie, le parrain Drosselmayer, avec un sourire qui parut féroce à la petite fille, donna raison à Fritz. Heureusement pour le pauvre casse-noisette que le président et la présidente se rangèrent à l'avis de Marie. « Mon cher Fritz, » dit le président, « j'ai mis le casse-noisette sous la protection de votre sœur, et autant que mon peu de connaissance en médecine me permet d'en juger en ce moment, je vois que le pauvre malheureux est fort endommagé et a grand besoin de soins. J'accorde donc, jusqu'à sa parfaite convalescence, plein pouvoir à Marie, et cela sans que personne ait rien à y redire. D'ailleurs, toi qui es fort sur la discipline militaire, où as-tu jamais vu qu'un général fasse retourner au feu un soldat blessé à son service? Les blessés vont à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils soient guéris, et s'ils restent estropiés de leurs blessures, ils ont droit aux invalides. » Fritz voulut insister, mais le président leva son index à la hauteur de l'œil droit et laissa échapper ces 2 mots. « Monsieur Fritz ?» Nous avons déjà dit quelle influence ces 2 mots avaient sur le petit garçon. Aussi, tout honteux de s'être attiré cette mercuriale, se glissa-t-il, doucement et sans souffler le mot, du côté de la table où étaient les hussards, qui, après avoir posé leurs sentinelles perdues et établi leurs avant-postes, se retirèrent silencieusement dans leur quartier de nuit. Pendant ce temps, Marie ramassait les petites dents du casse-noisette qu'elle continuait de tenir enveloppées dans son mouchoir et dont elle avait soutenu le menton avec un joli ruban blanc détaché de sa robe de soie. De son côté, le petit bonhomme, très pâle et très effrayé d'abord, paraissait confiant dans la bonté de sa protectrice et se rassurait peu à peu en se sentant tout doucement bercé par elle. «
Alors Marie s'aperçut que le parrain Drosselmayer regardait d'un air moqueur les soins maternels qu'elle donnait au manteau de bois, et il lui sembla même que l'œil unique du conseiller de médecine avait pris une expression de malice et de méchanceté qu'elle n'avait pas l'habitude de lui voir. Cela fit qu'elle voulut s'éloigner de lui. Alors le parrain Drosselmayer se mit à rire aux éclats en disant « Pardieu, ma chère filleule, je ne comprends pas comment une jolie petite fille comme toi peut être aussi aimable pour cet affreux petit bonhomme. » Alors Marie se retourna, et comme dans son amour du prochain, le compliment que lui faisait son parrain n'établissait pas une compensation suffisante avec l'injuste attaque adressée à son casse-noisette, elle se sentit contre son naturel prise d'une grande colère, et cette vague comparaison qu'elle avait déjà faite de son parrain avec le petit homme au manteau de bois lui revenant à l'esprit. « Parrain Drosselmayer, dit-elle, vous êtes injuste envers mon pauvre petit casse-noisette, que vous appelez un affreux petit bonhomme. Qui sait même si vous aviez sa jolie petite polonaise, sa jolie petite culotte et ses jolies petites bottes, qui sait si vous auriez aussi bon air que lui ?» À ces mots, les parents de Marie se mirent à rire, et le nez du conseiller de médecine s'allongea prodigieusement. Pourquoi le nez du conseiller de médecine s'était-il allongé ainsi, et pourquoi le président et la présidente avaient-ils éclaté de rire? C'est ce dont Marie, étonnée de l'effet que sa réponse avait produit, essaya vainement de se rendre compte. Or, comme il n'y a pas d'effet sans cause, cet effet se rattachait sans doute à quelque cause mystérieuse et inconnue qui nous sera expliquée par la suite. Chose merveilleuse. Je ne sais, mes chers petits amis, si vous vous rappelez que je vous ai dit un mot de certaine grande armoire vitrée dans laquelle les enfants enfermaient leurs joujoux. Cette armoire se trouvait à droite en entrant dans le salon du président. Marie était encore au berceau, et Fritz marchait à peine seul quand le président avait fait faire cette armoire par un ébéniste fort habile, qui l'orna de carreaux si brillants que les joujoux paraissaient 10 fois plus beaux rangés sur les tablettes que lorsqu'on les tenait dans les mains. Sur le rayon d'en haut, que ni Marie ni même Fritz ne pouvaient atteindre, on mettait les chefs-d'œuvre du parrain Drosselmayer. Immédiatement au-dessous était le rayon des livres d'images. Enfin, les 2 derniers rayons étaient abandonnés à Fritz et à Marie, qui les remplissaient comme ils l'entendaient. Cependant, il arrivait presque toujours, par une convention tacite, que Fritz s'emparait du rayon supérieur pour en faire le cantonnement de ses troupes, et que Marie se réservait le rayon d'en bas pour ses poupées, leur ménage et leur lit. C'est ce qui était encore arrivé le jour de la Noël. Fritz rangea ses nouveaux venus sur la tablette supérieure, et Marie, après avoir relégué mademoiselle Rose dans un coin, avait donné sa chambre à coucher et son lit à mademoiselle Claire. C'était le nom de sa nouvelle poupée, et s'était invitée à passer chez elle une soirée de sucreries. Au reste, mademoiselle Claire, en jetant les yeux autour d'elle, en voyant son ménage bien rangé sur les tablettes, sa table chargée de bonbons et de pralines, et surtout son petit lit blanc avec son couvre-pied de satin rose si frais et si joli, avait paru fort satisfaite de son nouvel appartement. Pendant tous ces arrangements, la soirée s'était fort avancée. Il allait être minuit,
et le parrain Drosselmayer était déjà parti depuis longtemps, qu'on n'avait pas encore pu arracher les enfants de devant leur armoire. Contre l'habitude, ce fut Fritz qui se rendit le premier au raisonnement de ses parents, qui lui faisaient observer qu'il était temps de se coucher. « Au fait, dit-il, après l'exercice qu'ils ont fait toute la soirée, mes pauvres diables de hussards doivent être fatigués. Or, je les connais. Ce sont de braves soldats qui connaissent leur devoir envers moi, et comme, tant que je serai là, il n'y en aurait pas un qui se permettrait de fermer l'œil, je vais me retirer. » Et à ces mots, après leur avoir donné le mot d'ordre pour qu'ils ne fussent pas surpris par quelque patrouille ennemie, Fritz se retira effectivement. Mais il n'en fut pas ainsi de Marie, et comme la présidente, qui avait hâte de rejoindre son mari, qui était déjà passé dans sa chambre, l'invitait à se séparer de sa chère armoire. « Encore un instant, un tout petit instant, chère maman, dit-elle. Laisse-moi finir mes affaires. J'ai encore une foule de choses importantes à terminer, et dès que j'aurai fini, je te promets que j'irai me coucher. » Marie demandait cette grâce d'une voix si suppliante. D'ailleurs, c'était une enfant à la fois si obéissante et si sage que sa mère ne vit aucun inconvénient à lui accorder ce qu'elle désirait. Cependant, comme mademoiselle Trudchen était déjà remontée pour préparer le coucher de la petite fille, de peur que celle-ci, dans la préoccupation que lui inspirait la vue de ses nouveaux joujoux, n'oubliât de souffler les bougies, la présidente s'acquitta elle-même de ce soin, ne laissant brûler que la lampe du plafond, laquelle répandait dans la chambre une douce et pâle lumière, et se retira à son tour en disant « Rentre bientôt, chère petite Marie, car si tu restais trop tard, tu serais fatiguée, et peut-être ne pourrais-tu plus te lever demain. » Et à ces mots, la présidente sortit du salon et ferma la porte derrière elle. Dès que Marie se trouva seule, elle en revint à la pensée qui la préoccupait avant toutes les autres, c'est-à-dire à son pauvre petit casse-noisette qu'elle avait toujours continué de porter sur son bras, enveloppé dans son mouchoir de poche. Elle le déposa doucement sur la table, le démaillota et visita ses blessures. Le casse-noisette avait l'air de beaucoup souffrir et paraissait fort mécontent. « Ah, cher petit bonhomme, dit-elle bien bas, ne sois pas en colère, je t'en prie, de ce que mon frère Fritz t'a fait tant de mal. Il n'avait pas mauvaise intention, sois-en bien sûr, seulement ses manières sont devenues un peu rudes, et son cœur s'est tant soit peu endurci dans sa vie de soldat. C'est du reste un fort bon garçon, je puis te l'assurer, et je suis convaincue que, lorsque tu le connaîtras davantage, tu lui pardonneras. D'ailleurs, par compensation du mal que mon frère t'a fait, moi, je vais te soigner si bien et si attentivement que, d'ici à quelques jours, tu seras redevenu joyeux et bien portant. Quant à te remplacer les dents et à te rattacher le menton, c'est l'affaire du parrain Drosselmayer qui s'entend très bien à ces sortes de choses. » Mais Marie ne put achever son petit discours. Au moment où elle prononçait le nom du parrain Drosselmayer, le casse-noisette auquel ce discours s'adressait fit une si atroce grimace, et il sortit de ses yeux verts un double éclair si brillant, que la petite fille, tout effrayée, s'arrêta et fit un pas en arrière. Mais comme aussitôt le casse-noisette reprit sa bienveillante physionomie et son mélancolique sourire,
Elle pensa qu'elle avait été le jouet d'une illusion et que la flamme de la lampe, agitée par quelque courant d'air, avait défiguré ainsi le petit bonhomme. Elle en vint même à se moquer d'elle-même et à se dire « En vérité, je suis bien sotte d'avoir pu croire un instant que cette figure de bois était capable de me faire des grimaces. Allons, rapprochons-nous de lui et soignons-le comme son état l'exige. » Et, à la suite de ce monologue intérieur, Marie reprit son protégé entre ses bras, se rapprocha de l'armoire vitrée, frappa à la porte qu'avait fermée Fritz, et dit à la poupée neuve « Je t'en prie, mademoiselle Claire, abandonne ton lit à mon casse-noisette qui est malade, et pour une nuit, accommode-toi du sofa. Songe que tu te portes à merveille et que tu es pleine de santé, comme le prouvent tes joues rouges et rebondies. D'ailleurs, une nuit est bientôt passée. Le sofa est bon, et il n'y aura pas encore à Nuremberg beaucoup de poupées aussi bien couchées que toi. » Mademoiselle Claire, comme on le pense bien, ne souffla pas le mot. Mais il sembla à Marie qu'elle prenait un air fort pincé et fort maussade. Mais Marie, qui trouvait dans sa conscience qu'elle avait pris avec mademoiselle Claire tous les ménagements convenables, ne fit pas davantage de façons avec elle, et tirant le lit à elle, elle y coucha avec beaucoup de soin le casse-noisette malade, lui ramenant les draps jusqu'au menton. Alors elle réfléchit qu'elle ne connaissait pas encore le fond du caractère de mademoiselle Claire, puisqu'elle l'avait depuis quelques heures seulement, qu'elle avait paru de fort mauvaise humeur quand elle lui avait emprunté son lit, et qu'il pourrait arriver malheur au blessé si elle le laissait à la portée de cette impertinente personne. En conséquence, elle plaça le lit et le casse-noisette sur le rayon supérieur, tout contre le beau village où la cavalerie de Fritz s'était cantonnée. Puis, ayant posé mademoiselle Claire sur son sofa, elle ferma l'armoire et s'apprêtait à aller rejoindre mademoiselle Trudchen dans sa chambre à coucher, lorsque, dans toute la chambre, autour de la pauvre enfant, commencèrent à se faire entendre une foule de petits bruits sourds derrière les fauteuils, derrière le poêle, derrière les armoires. La grande horloge attachée au mur et que surmontait au lieu du coucou traditionnel une grosse chouette dorée, ronronnait au milieu de tout cela de plus fort en plus fort, sans cependant se décider à sonner. Marie alors jeta les yeux sur elle et vit que la grosse chouette dorée avait abattu ses ailes de manière à couvrir entièrement l'horloge, et qu'elle avançait tant qu'elle pouvait sa hideuse tête de chat aux yeux ronds et au bec recourbé. Et alors, le ronronnement devenant plus fort encore, se changea en un murmure qui ressemblait à une voix, et l'on put distinguer ces mots qui semblaient sortir du bec de la chouette. « Horloge, horloge, ronronnez toute bien bas, le roi des souris à l'oreille fine, boum, boum, boum. Chantez seulement, chantez-lui sa vieille chanson. Boum, 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 sonnez, clochette, sonnez sa dernière heure, car bientôt ce sera fait de lui. » Et boum, 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 on entendit retentir 12 coups sourds et enroués. Marie avait très peur, elle commençait à frissonner des pieds à la tête, et elle allait s'enfuir, quand elle aperçut le parrain Drosselmayer assis sur la pendule à la place de la chouette, et dont les deux pans,
de la redingote jaune avait pris la place des deux ailes pendantes de l'oiseau de nuit. À cette vue, elle s'arrêta, clouée à sa place par l'étonnement, et elle se mit à crier en pleurant. « Parrain Drosselmayer, que fais-tu là-haut? Descends près de moi et ne m'épouvante pas ainsi, méchant parrain Drosselmayer. » Mais à ces paroles commencèrent à la ronde un sifflement aigu et un ricanement enragé. Puis bientôt on entendit des milliers de petits pieds trotter derrière les murs, puis on vit des milliers de petites lumières qui scintillaient à travers les fentes des cloisons. Quand je dis des milliers de petites lumières, je me trompe, c'étaient des milliers de petits yeux brillants. Et Marie s'aperçut que de tous côtés il y avait une population de souris qui s'apprêtait à entrer. En effet, au bout de 5 minutes, par les jointures des portes, par les fentes du plancher, des milliers de souris pénétrèrent dans la chambre et, trot, 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 hop, 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 commencèrent à galoper de ça, de là, et bientôt se mirent en rang de la même façon que Fritz avait l'habitude de disposer ses soldats pour la bataille. Ceci parut fort plaisant à Marie, et comme elle ne ressentait pas pour les souris cette terreur naturelle et puérile qu'éprouvent les autres enfants, elle allait s'amuser sans doute infiniment à ce spectacle, lorsque tout à coup elle entendit un sifflement si terrible, si aigu et si prolongé, qu'un froid glacial lui passa sur le dos. Au même instant, à ses pieds, le plancher se souleva, et poussé par une puissance souterraine, le roi des souris, avec ses 7 têtes couronnées, apparut à ses pieds, au milieu du sable, du plâtre et de la terre broyée. Et chacune de ces 7 têtes commença à siffloter et à grignoter hideusement, pendant que le corps auquel appartenaient ces 7 têtes sortait à son tour. Aussitôt, toute l'armée s'élança au-devant de son roi, en couiquant 3 fois en chœur, puis aussitôt, tout en gardant leur rang, les régiments de souris se mirent à courir par la chambre, se dirigeant vers l'armoire vitrée contre laquelle Marie, enveloppée de tous côtés, commença à battre en retraite. Nous l'avons dit, ce n'était cependant pas une enfant peureuse. Mais quand elle se vit entourée de cette foule innombrable de souris, commandée par ce monstre à 7 têtes, la frayeur s'empara d'elle, et son cœur commença de battre si fort qu'il lui sembla qu'il voulait sortir de sa poitrine. Puis, tout à coup, son sang parut s'arrêter, la respiration lui manqua. À demi évanouie, elle recula en chancelant. Enfin, et la glace de l'armoire vitrée, enfoncée par son coude, tomba sur le parquet, brisée en 1000 morceaux. Elle ressentit bien au moment même une vive douleur au bras gauche, mais en même temps, son cœur se retrouva plus léger, car elle n'entendit plus ces horribles couic-couic qui l'avaient si fort effrayée. En effet, tout était redevenu tranquille autour d'elle, les souris avaient disparu, et elle crut que, effrayée du bruit qu'avait fait la glace en se brisant, elles s'étaient réfugiées dans leur trou. Mais voilà que, presque aussitôt succédant à ce bruit, commença dans l'armoire une rumeur étrange, et que de toutes petites voix aiguës criaient de toute leur faible force « Aux armes! Aux armes! Aux armes !» Et en même temps, la sonnerie du château se mit à sonner, et l'on entendait murmurer de tous côtés « Allons, alerte! Alerte! Levons-nous! C'est l'ennemi! Bataille! Bataille! Bataille !»
Marie se retourna. L'armoire était miraculeusement éclairée, et il s'y faisait un grand remue-ménage. Tous les arlequins, les pierrots, les polichinelles et les pantins s'agitaient, couraient de çà, de là, s'exhortant les uns les autres, tandis que les poupées faisaient de la charpie et préparaient des remèdes pour les blessés. Enfin, Casse-Noisette lui-même rejeta tout à coup ses couvertures et sauta à bas du lit sur ses 2 pieds à la fois en criant « Knac, knac, knac ! Stupide tas de souris, rentrez dans vos trous ou à l'instant même vous allez avoir affaire à moi !» Mais à cette menace, un grand sifflement retentit, et Marie s'aperçut que les souris n'étaient pas rentrées dans leurs trous, mais bien qu'elles s'étaient effrayées par le bruit du verre cassé, réfugiées sous les tables et sous les fauteuils, d'où elles commençaient à sortir. De son côté, Casse-Noisette, loin d'être effrayé par le sifflement, parut redoubler de courage. « Ah, misérable roi des souris !» s'écria-t-il. « C'est donc toi ? Tu acceptes enfin le combat que je t'offre depuis si longtemps ? Viens donc, et que cette nuit décide de nous deux. Et vous, mes bons amis, mes compagnons, mes frères, s'il est vrai que nous nous sommes liés de quelque tendresse dans la boutique de Zacharias, soutenez-moi dans ce rude combat. Allons, en avant, et qui m'aime me suive. » Jamais proclamation ne fit un effet pareil. 2 arlequins, un pierrot, 2 polichinelles et 3 pantins s'écrièrent à haute voix. « Oui, Seigneur, comptez sur nous, à la vie et à la mort. Nous vaincrons sous vos ordres ou nous périrons avec vous. » À ces paroles, qui lui prouvaient qu'il y avait de l'écho dans le cœur de ses amis, Casse-Noisette se sentit tellement électrisé qu'il tira son sabre, et, sans calculer la hauteur effrayante où il se trouvait, il s'élança du 2e rayon. Marie, en voyant ce saut périlleux, jeta un cri, car Casse-Noisette ne pouvait manquer de se briser. Lorsque mademoiselle Claire, qui était dans le rayon inférieur, s'élança de son sofa et reçut Casse-Noisette entre ses bras. « Ah, chère et bonne petite Claire !» s'écria Marie en joignant ses 2 mains avec attendrissement. « Comme je t'ai méconnue !» Mais mademoiselle Claire, tout entière à la situation, disait au Casse-Noisette. « Comment, blessé et souffrant déjà comme vous l'êtes, monseigneur, vous risquez-vous dans de nouveaux dangers? Contentez-vous de commander, laissez les autres combattre. Votre courage est connu et ne peut rien gagner à fournir de nouvelles preuves. » Et en disant ces paroles, mademoiselle Claire essayait de retenir le valeureux Casse-Noisette en le pressant contre son corsage de satin. Mais celui-ci se mit à gigoter et à gambiller de telle sorte que mademoiselle Claire fut forcée de le laisser échapper. Il glissa donc de ses bras et, tombant sur ses pieds avec une grâce parfaite, il mit un genou en terre et lui dit « Princesse, soyez sûre que, quoique vous ayez à une certaine époque été injuste envers moi, je me souviendrai toujours de vous, même au milieu de la bataille. » Alors mademoiselle Claire se pencha le plus qu'elle put, et le saisissant par son petit bras, elle le força de se relever. Puis, détachant avec vivacité sa ceinture tout étincelante de paillettes, elle en fit une écharpe qu'elle voulut passer au cou du jeune héros. Mais celui-ci recula de 2 pas, et, tout en s'inclinant en témoignage de sa reconnaissance pour une si grande faveur, il détacha le petit ruban blanc avec lequel Marie l'avait pansé, le porta à ses lèvres, et s'en étant ceint le corps, léger et agile comme un oiseau, il sauta en brandissant son petit sabre du rayon où il était sur le plancher. Aussitôt les couics et les piaulements recommencèrent, plus féroces que jamais, et le roi des souris, comme pour répondre au défi de Casse-Noisette, sortit de dessous la grande table du milieu
avec son corps d'armée, tandis qu'à droite et à gauche, les deux ailes commençaient à déborder les fauteuils où elles s'étaient retranchées.